Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la 42e édition du sabre national de lutte traditionnelle débutée le 24 décembre 2021 à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey. L'actualité, c'est aussi la célébration samedi 25 décembre de la fête de Noël commémorant la naissance de Jésus-Christ. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur l'affaire de l'interpellation de deux ministres de la Sécurité et de la Défense par l'Assemblée nationale suite aux événements survenus à Tira le 27 novembre 2021. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Alhaji Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Alhaji Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Abba Kari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Kari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Memoune Diado, journaliste indépendante. Memoune Diado, bonsoir. Oui, bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 31 décembre 2021, le dernier du mois de décembre et aussi de l'année 2021 par la 42e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Le coup d'envoi a été donné le vendredi 24 décembre 2021 à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sékou Doro Adamou, en présence du Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Cette édition est placée sous le thème « Vivre ensemble, nous sommes une famille ». Ainsi, 80 lutteurs vont chacun défendre sa région, mais aussi se défendre individuellement, car au-delà du sabre, il y a des distinctions individuelles. Abakari Arimi, vous êtes journaliste, chroniqueur sportif. Que peut-on retenir autour des combats jusque-là livrés par les lutteurs à l'issue des différentes rencontres? Merci. C'est une très bonne chose, le sabre national, le championnat national de la lutte qui est devenu le sabre national. Ça, c'est au moins ce sur quoi tous les Nigériens s'entendent. Malheureusement, on est dans une situation où seul, depuis quelque temps, la première journée est sincère. Parce que là, les 80 lutteurs sont... Seule la première journée. La première journée, oui. Par Donc, exemple, ça a commencé samedi truqués dernier. Oui, il y a beaucoup, à mon sens, de ce que je vois, je pense qu'il y a beaucoup de combats truqués. Pour quel intérêt? Écoute, c'est parce que on a perdu un certain nombre de valeurs, mais aussi il n'y a pas d'intérêt. Une fois que le lutteur est tombé, il n'y a rien qui le pousse à résister contre, par exemple, un lutteur qui n'est pas un invaincu. Pourtant, il y a une commission qui est en charge de ces combats truqués-là. Oui, dès qu'on voit certains combats, on le sait. Dès qu'on voit certains scores, on le sait. C'est-à-dire, on fait tout pour ménager l'invaincu d'une équipe. Si vous avez constaté, oui, aujourd'hui, par exemple, il y a des champions, des invaincus qui sont tombés, mais c'est quand, généralement, ils rencontrent un invaincu. Quand c'est deux invaincus, il n'y a rien à faire, chacun se cherche encore dans sa course vers le sable, donc il faut qu'il fasse terrasser l'autre, et voilà. Sinon, c'est ce qui arrive. Mais pourtant, Abakari Arimi, il y a des sanctions qui sont prévues par les textes en la matière. Mais écoutez, deux gaillards sont sortis, ils ont essayé de lutter. L'autre, ils s'entendent avant de rentrer dans l'arène. C'est difficile. Si quelqu'un donne son pied, on comprend pour le terrasser. Parce que personne n'est exempté aussi de tomber. Donc c'est aussi ça. C'est difficile à déterminer. Et si on doit sanctionner, souvent on peut sanctionner 40, 50 lutteurs avant la fin du championnat. C'est dû à quoi? À mon sens,
les choses ont évolué. La place de l'argent aujourd'hui dans toutes les choses. Vous voulez dire que les lutteurs sont en train de monnayer leur victoire? Je ne suis pas dans leur secret, mais il n'y a pas de raison à le faire gratuitement aussi. Parce que tu représentes une équipe, tu représentes une région, entre guillemets, tu n'as pas intérêt à te faire tomber. Et c'est des gaillards, et puis c'est quand même des pères de famille, ils ont de la famille et tout. Tomber dans le temps, c'est perdre, c'est avoir honte, n'est-ce pas? Il y en a qui peuvent tomber 7 fois tout le long du championnat. C'est les 7 combats, ils tombent 7 fois. Ils ne peuvent même pas parler, on ne peut même pas parler avec eux de phase individuelle. Donc, moi, je pense que la limite, notre lutte traditionnelle telle que nous la pratiquons, a atteint toutes ses limites. Il y a longtemps de cela, je me rappelle, j'ai discuté avec un haut fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on ne s'est vraiment pas entendu parce que j'avais dit que le ministère a intérêt à se retirer de la lutte. Pour laisser la place à la fédération. Parce que le ministère donne une délégation de pouvoir à toutes les fédérations. Il y en a 19. N'est-ce pas? La fédération à elle seule peut organiser... Bien sûr, mais pourquoi le football organise son championnat seul? Personne ne s'intéresse parce qu'il n'y a rien. N'est-ce pas? Là, quand il y a le championnat de l'athlétisme, même les journalistes ne sont pas au courant, ça se fait. N'est-ce pas? De pétanque, c'est la même chose. Donc, c'est de la même chose. Un, le ministère se retire. Deux, on doit... Le sport, on n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. Il faut nécessairement pencher vers ce qui se passe au plan international. Si on veut que notre lutte, un jour, on dit aujourd'hui le taekwondo c'est venu du Corée, machin, le judo c'est venu de l'Asie, ainsi de suite. Si on veut que notre lutte soit un sport olympique, par exemple, oui, de haut niveau et olympique pratiqué dans tous les pays du monde, on doit tenir compte, par exemple, du poids. Est-ce qu'on se comprend? Du poids, quel genre de poids? Les joueurs, il y a 5 catégories de poids qu'on sait, n'est-ce pas? Les moins de 60 kg, moins de 70 kg, ainsi de suite. Et maintenant, il y a la catégorie phare. C'est souvent les plus de 100 kg, n'est-ce pas? Quand on va à l'étranger avec les Sénégalais, c'est ce qu'on fait. Sinon, on est dans une lutte où quelqu'un qui a 60 kg ne va jamais remporter la compétition. C'est impossible. Oui, il aura beau avoir des gris-gris, il aura beau avoir des génies et tout, il ne peut pas terrasser quelqu'un qui a 120 kilos. Ça peut arriver une fois dans les 80 combats qu'il va y avoir, machin, mais il n'y aura jamais un champion de moins de 60 kilos. Ça, c'est une proposition. Donc, ça, c'est une proposition. Non, ça permet de sortir de la situation parce que toutes les équipes vont s'affronter. Il y a 5 catégories, il y a 5 joueurs, 5 titulaires, 5 réservistes. Toutes les équipes vont s'affronter. Et chaque point compte. Parce que là où on est, la rémunération pour le classement par équipe, ça ne vaut rien. Chacun veut être champion. Donc, si je ne suis pas tombé, je peux même débourser de l'argent pour que mon adversaire me laisse tomber. Ou que les régions s'entendent pour que... moi, j'ai un invaincu. Toi, tous tes 10 lutteurs sont tombés. Je te donne 9 victoires pour que tu me laisses. Parce qu'il y a 10 millions à la clé. Il y a 10 millions à la clé. Toujours, il y a une 4x4 à la clé, des dizaines de millions que le gars va prendre et qu'il va partager avec ses coéquipiers. Or, si c'est par catégorie... Moi, j'excelle dans la catégorie de moins de 60 kilos. Je peux aller jusqu'au bout pour ne pas tomber parce que si je gagne, il y a 5 champions qu'il peut y avoir. Ça, c'est extrêmement important. Tant qu'on ne valorise pas le combat par équipe, quand on va au Tolac, ou bien quand les gens viennent au Tolac ici, toutes les catégories ont leurs champions, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a la catégorie phare, parce que c'est les géants, c'est une démonstration de force, c'est des gens de plus de 100 kilos, ils s'affrontent, c'est quelque chose qu'il faut venir voir. Donc moi, je pense qu'il faut moderniser notre lutte, parce qu'il faut prendre compte des valeurs du moment. L'argent compte énormément aujourd'hui et il faut en tenir compte. Elhadji Mahamadou Souleymane, la 42e édition du sabre de lutte, du sabre national de lutte traditionnelle a été placée sous le thème « Vivre ensemble, nous sommes une famille ». Que faut-il comprendre à travers ce thème? Je crois que le contexte national
euh, marquée par l'insécurité et toutes les autres contradictions, fait que véritablement, on a besoin de cette solidarité nationale. Et la lutte, effectivement, c'est une de ses missions. Donc, au moment qu'il y a la lutte, au village et partout, effectivement, les gens suivent, sont branchés sur la radio, sur la télévision. Donc, c'est un moment vraiment de communion. Et pour transmettre, en tout cas, ces valeurs donc, d'unité nationale, en tout cas, je pense que c'est cela. Dans ce contexte où, effectivement, on a besoin d'une sorte d'union sacrée, où véritablement l'ennemi commun fait que véritablement, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit plus fort. Et justement, la lutte s'impose comme le sport national par excellence. Moi, je suis d'accord avec ce que Arimi a dit. Et mieux, je pense, pour moderniser et valoriser la lutte, il va falloir aussi mettre assez d'argent. L'exemple type, c'est le Sénégal. Ce que le Niger investit est dérisoire. Nos lutteurs, après ce championnat, ils sont jetés en pâture. Ils n'ont rien à faire, ils vont en aventure, ils vont à la côte, ils sont là à ne rien faire, arrêter, parce que tout simplement, on fait appel à eux quand effectivement il y a des compétitions donc, pour les sélections. Quand tu as échoué, tu vas dans une autre région. C'est un peu ça, malheureusement, cette situation. Mais ce que j'ai dit, en tout cas, on peut faire, et c'est bien possible. L'État dégage une enveloppe plus conséquente, mais aussi les partenaires, tous ces sponsors-là que je vois à la télévision nationale, on ne doit pas prendre des miettes avec eux. Une société qui fait des affaires, en tout cas, qui fait de la visibilité, a des concerts avec le RTN, en tout cas, et les partenaires, donc la fédération ou bien le ministère. Mais on demande un minimum, en tout cas, pour qu'on puisse vraiment avoir suffisamment d'argent pour faire, en tout cas, que de faire 10 millions. Faisons 100 millions, faisons 50 millions, on peut justement avoir cet argent. Le sujet, simplement, de créer comme de moderniser. Et c'est pourquoi, je pense qu'il faut faire en sorte que ce soit la fédération, pas le ministère. Avec le ministère, non seulement c'est lourd, mais aussi il y a beaucoup d'inquiétudes sur la transparence de la gestion de ces ressources. Donc je pense qu'il va falloir donc, au-delà de cet aspect, aussi valoriser donc, la vie des lutteurs, en faisant en sorte que, parce que je pense que chaque année, il y a cette idée qui revient, leur trouver en tout cas des activités lucratives. En dehors du championnat. Absolument, ne serait-ce que par exemple, ils peuvent faire, il y a beaucoup de choses qui sont forts. Par exemple, les compagnies de sécurité, on peut les utiliser comme employés. Bref, je pense que c'est cela, en fait, valoriser, faire en sorte que si on dit que c'est notre sport national, il faut faire en sorte, effectivement, créer des conditions pour que ce soit en tout cas le sport national en motivant. Regardez aujourd'hui, par exemple, l'image de Tassu qu'on a vu. Tassu, l'ancien champion de Zander. Absolument. Et beaucoup de Tassu, effectivement, beaucoup de ces gloires, effectivement, ont fini comme ça. Parce que tout simplement, c'est comme une sorte de... Je rappelle que Tassiou est un peu souffrant. Il a été récemment pris en charge par... On l'a vu hier en train d'être évacué, hier seulement parce qu'il y a eu l'alerte bien avant. Mais hier, on a dit, en tout cas, c'est le président du conseil régional des Andes qui a pris ça en charge. C'est mieux vaut tard que jamais. Mais il y a beaucoup de Tassiou, en tout cas, beaucoup de centaines de Goulières, en tout cas, qui ont été abandonnés. Si à la fin, vraiment, qu'on fasse un cri de... Mais vraiment, je pense que c'est cela. Il faut donc que la vie de ces gloires, en tout cas, que ce ne soit pas seulement des médailles, qu'on les accompagne en tout cas à mener une vie de ça, parce que tout simplement, ils ont été utiles pour la nation. Je pense que c'est important. Mme Diado, la lutte traditionnelle constitue le sport roi au Niger. Elle est portée par des traditions ancestrales chères au cœur des Nigériens. Avez-vous relevé des insuffisances et comment améliorer? Oui, vous l'avez dit, c'est le sport roi. Et des insuffisances, il y en a toujours des insuffisances, comme l'ont dit mes autres... Comme relever les deux intervenants. Voilà, donc il suffit, si on veut moderniser, il faut moderniser ça très bien, mais tout en restant dans la forme que nous connaissons avant. Donc on a comme l'impression que quand vous regardez, c'est plus le sport, c'est plus la lutte traditionnelle d'avant. Ça a eu tellement de transformations, tellement de changements, qu'on n'arrive plus à se situer. Donc, on n'a plus le plaisir qu'on avait avant
en tout cas, de regarder ces lutteurs, mais est-ce qu'en regardant seulement à la télévision, on peut savoir qu'il y a des combats truqués ou bien il y a des facilitations? Mais même quand on regarde devant la télé, il suffit de regarder la télévision, quand il y a un combat, tu sens très rapidement que c'est déjà un combat truqué. Parce que comme l'a dit Arimi, quand il y a un invaincu et celui qui est déjà terrassé, donc tout de suite, s'arrangent entre eux. Donc c'est des jeux, on prend l'attention des uns et des autres, mais ça ne dure pas. Et puis, hop, le combat est fini, une minute, quelques 2 minutes, la poussière est finie. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout simplement, comme l'a dit Armi, c'est en fait des combats truqués qui sont en train de dévaloriser la lutte traditionnelle. Comme je l'ai dit, il y a des sanctions. Les textes ont quand même prévu des sanctions. Les textes ont prévu des sanctions, mais les sanctions, au-delà même de la lutte traditionnelle, il y a des sanctions qui se passent, mais est-ce qu'il y a des sanctions est-ce que c'est pris en compte, ces sanctions? Même au niveau des sanctions, là, il y a des arrangements qui se font. Il y a des arrangements qui se font. Regarde. Par exemple, toi, tu es un lutteur est là pour défendre sa région. Un lutteur est là d'abord également pour se défendre lui-même, pour remporter le sabre national. Mais quand on regarde, comme on l'a dit, les régions, si aujourd'hui, tout c'est Niamey, je prends Niamey, on dit que tous les lutteurs de Niamey sont terrassés. Les lutteurs de Zender, ça reste... Et ils croisent les lutteurs de Zender. 3 qui ne sont pas terrassés. Niamey, tout est terrassé. Donc, dans ce cas, il faut laisser le privilège, par exemple, à ceux de Zender qui ne sont pas encore terrassés, de poursuivre, en fait, le combat. Donc ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Et comme ils l'ont dit aussi, c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette main du ministère des Sports dedans. C'est pourquoi ne pas laisser Fénilut. À un moment donné, tout le monde a vu comment est-ce que ça s'est passé. Il y a eu des tiraillements au niveau donc, de la Fénilut et des tiraillements entre le ministère de la Jeunesse et Fénilut. Donc pourquoi ne pas laisser le soin à cette fédération d'organiser en bonne et due forme le championnat. Donc c'est ça aussi. Et il faut accompagner les lutteurs. Ça veut dire quoi accompagner les lutteurs? Parce qu'on a vu dans d'autres pays. Aujourd'hui, par exemple, prenons seulement le cas de Miss Niger. On voit qu'au-delà de Miss Niger, il y a un fonds qui est mis à la disposition de cette Miss Niger pour qu'après, elle puisse faire des actions, mener des actions en fait. Donc pourquoi est-ce qu'un lutteur aujourd'hui qui remporte le sabre national, au lieu de lui donner seulement ce qu'il doit recevoir comme les 10 millions, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner avec un fonds qu'il va gérer, qu'il va gérer ensuite en faisant des initiatives. Pourquoi pas dans sa propre région, il y a des initiatives qu'il peut mener. Ça lui permettra vraiment de continuer à travailler pour le pays. Mais il ne peut pas se mettre... Il ne peut pas prendre, parce que l'argent qu'il prend, ce n'est pas lui seul qui va gagner et qui en bénéficie. Donc, c'est avec tout le monde. Oui. Donc, dans ce cas, moi, je me dis qu'il faut valoriser les choses. Il faut vraiment permettre à ces jeunes, surtout ces jeunes aujourd'hui qui veulent être de cette compétition, leur donner la chance aujourd'hui qu'on dise que le sport roi du Niger est vraiment est valorisé. Et que ça permettra à ces jeunes au moins de ne pas se focaliser seulement sur le championnat, de faire autre chose après. En fait, juste un mot, il faut en faire une industrie de la lutte nationale, de la lutte traditionnelle. Une industrie, c'est-à-dire qui génère des ressources, qui répartit ces ressources-là parmi les principaux acteurs et qui rapporte au pays y compris, parce qu'il faut que les gens viennent voir notre lutte aussi. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est la prise en charge des sportifs et des hommes de culture, parce que j'ai en mémoire Yazi Djogo qui est extrêmement malade, mais qui ne bénéficie pas, je ne sais pas, mais qui ne serait pas entièrement pris en charge. Or, un grand sportif qui est devenu une star, tel que le gars de Zender, ou quelqu'un comme Yazi Dogo, on ne doit pas penser à ce qu'il aurait gagné de par le passé. C'est des leaders d'opinion, c'est des stars, c'est à des gens auxquels les jeunes s'identifient. S'ils finissent mal, eh bien, personne ne s'intéressera à ce que les gens sont en train de faire. C'est extrêmement important. Merci, Arimi. Un mot juste, il y a la loi 98, quoique tout honneur, le ministre Abdoul à son temps a initié, Abdraman Seydou, mais qui n'a jamais été appliqué.
et qui prévoit beaucoup d'aspects de ces choses-là, je crois qu'il est temps de revenir voir. En fait, au Niger, on voit petit. Il faut qu'on voit grand, tant sur le plan culturel que sport. Passons au second sujet de ce forum de la presse. Les chrétiens du monde ont célébré le 25 décembre dernier la fête de Noël consacrant la naissance de Jésus-Christ. À Niamey, l'archevêque Monseigneur Laurent Lompo a souligné au cours de la veillée de Noël que Jésus-Christ régnait comme une explosion de vie au cœur de nos problèmes familiaux, au cœur de nos découragements face à la grande pandémie du coronavirus dans le monde, au cœur de nos peurs, de nos insomnies face à l'insécurité généralisée dans notre sous-région, au cœur de nos doutes quant à l'avenir des jeunes sans emploi, au cœur de nos inquiétudes pour l'éducation des enfants face aux multiples écoles fermées à cause de l'insécurité dans notre pays, etc. Mais Diado, que faut-il comprendre à travers à travers ces propos, les propos de l'archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lompo? D'abord, c'est avec émotion que j'ai suivi le message de ce grand leader religieux, Monseigneur Laurent Lampo, parce que en fait, on a senti vraiment une tristesse en lui en évoquant cette situation d'insécurité que traverse le Niger, que traversent les pays sahéliens, en évoquant également la maladie du coronavirus, en parlant de la cohésion sociale entre les chrétiens, les musulmans. Cette cohésion, il a demandé à ce que ça soit encore renforcé davantage. Il a parlé également de cette jeunesse, l'éveil de conscience de la jeunesse, qu'elle soit nigérienne et africaine en même temps. Donc je me dis que vraiment, il a fait un contour spectaculaire en disant ces mots-là, en touchant le cœur, non seulement de ces chrétiens, mais le cœur de tout un chacun aujourd'hui, pour dire ces choses-là. Ça veut dire que lui-même, il est touché dans son fond cœur intérieur et il a voulu exprimer ce qu'il ressentait à travers les phrases qu'il a eu à tenir devant l'Assemblée. Donc, c'était vraiment, vraiment bien réfléchi. Bien réfléchi, c'est un message quand même, et c'est un leader, c'est pas n'importe qui, et sa voix porte loin aussi, donc il faut pas sous-estimer ce qu'il vient de dire, c'est surtout l'encourager aussi, et encourager vraiment ces genres de cohabitation entre les chrétiens et les musulmans, parce que il a parlé, il a insisté sur ça, et il a du fait que en insistant sur ça, c'est ça qui fait également la cohésion sociale. Ça permettra de ramener la paix aussi dans nos pays. Voilà ce que je peux retenir en fait de son message. Aladji Mohamed Souleymane, cette année, dans certaines localités du Niger, les chrétiens n'ont pas pu célébrer la fête de Noël dans la joie et l'allégresse à cause de l'insécurité. Quelle est l'ampleur de l'angoisse de toutes ces populations? Vous savez, les hommes de Dieu ont leur façon justement d'exprimer leur foi, à savoir directement avec le Créateur, mais je pense que ne pas pouvoir le faire en congrégation, en communion, c'est effectivement une marque de la victoire du terroriste, en tout cas d'une certaine façon, parce qu'il empêche la vie normale aux gens, de vivre normalement, de partager ce moment en tout cas important. Je pense que c'est un défi à relever, et je pense que c'est l'occasion à jamais pour les croyants en tout cas de prier le Créateur, parce que quelque part je me dis que quand on voit de façon récurrente l'impuissance en tout cas des forces régulières à mettre, en tout cas à venir à bout de l'insécurité. À l'insécurité, franchement, on se rend compte que quelque part aussi, les religieux ont une part importante
en tout cas, non seulement dans la prière, mais aussi à consoler toutes ces victimes. Il y a des gens aujourd'hui, imaginez ce que ça fait en termes de, au niveau psychologique, des gens qui sont victimes de cette situation, où véritablement des gens qui n'ont aucun respect pour la vie peuvent venir sévir, violer, tuer. Donc, vous voyez ce que ça peut avoir comme en tout cas, comme ça peut affecter la vie des citoyens. Donc, je pense que les religieux ont leur mot à dire et je pense que aussi, en souhaitant en tout cas bonne fête donc, aux chrétiens, c'est de considérer qu'en tout cas ici au Niger, ce n'est plus avant ou véritablement suite à une mauvaise opinion. Il y a quand même la tolérance religieuse. Absolument, la tolérance, parce qu'effectivement, il y a un travail qui est fait par des leaders religieux, des gens de la société civile en tout cas, qui prennent le dialogue interreligieux ou véritablement intra-religieux. Absolument. Et quand vous regardez en réalité en tant que musulmans, nous, en tout cas, l'islam nous enseigne fondamentalement que les chrétiens sont nos plus proches, on est plus proches, et Dieu a tranché en disant que s'il avait voulu justement, il aurait fait de nous une seule communauté avec une seule langue, une seule religion, une seule race, mais il a voulu pour tout simplement notre commerce, pour mieux échanger, il a voulu nous faire en différentes races, en différentes religions. Ça doit être médité. Ça, c'est la réponse divine à la question qui arrête nos différences. Ce ne sont pas des faiblesses. On doit profiter de nos différences, en tout cas, pour tout simplement davantage profiter pour le vivre ensemble. Je pense que c'est vraiment important de constater que le respect, et ça c'est vraiment le côté moral, la coexistence pacifique. Et même, en tout cas, les chrétiens aiment bien dire que ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et je pense que ça c'est vraiment l'aspect le plus important de la morale. Abakari Arimi, comment davantage cultiver la tolérance religieuse et promouvoir la coexistence pacifique au Niger? Écoutez, ce qu'il y a d'abord, Laï Suleiman l'a dit, c'est extrêmement important. Du temps de notre prophète, n'est-ce pas, il y avait un pacte entre ces deux communautés de non-agression, n'est-ce pas? Tant qu'ils ne nous attaquaient pas, on ne devait pas les attaquer. N'est-ce pas? Bon, après lui, les choses ont évolué, n'est-ce pas, jusqu'à amener certaines communautés, parce qu'il n'y a jamais eu une guerre généralisée au niveau mondial entre chrétiens et musulmans. De tout temps, nous avons vécu en paix, n'est-ce pas? Et particulièrement au Niger, à part cette histoire de Charlie, n'est-ce pas? Et où je pense que les jeunes qui ont mené ces actions se sont trompés de cible. Nous avons toujours vécu à symbiose. On devait continuer. Notre interprétation de la chose religieuse doit être la même, n'est-ce pas? Et chacun autour de lui, il y a un chrétien ou un musulman avec qui il entretient des relations, très bonnes relations. Ça doit se poursuivre et ça doit se généraliser. Heureusement, à l'école, nous avons toujours été ensemble, n'est-ce pas? Et dans la vie de tous les jours, nous avons fêté et nos fêtes religieuses de la religion musulmane, Tabaski, Ramadan, souvent ensemble. Et nous avons aussi fêté, parce que nous n'allons pas à l'école, parce que nous chômons quand même les 25 ans et tout ça. Je crois que oui, il faut consolider cela. Et les leaders d'opinion, ceux qu'on écoute, nos marabouts, doivent vraiment prêcher la vérité à ce niveau-là. Et je crois que d'abord, ce n'est pas de notre tempérament de s'en prendre vraiment pour ces raisons-là. Au Niger, en tout cas, le problème ne s'est pas posé jusqu'à cette date que j'évoquais tantôt. Et depuis, apparemment, les choses se sont revenues au même niveau. Maintenant, de l'extérieur, où les terroristes attaquent, bon, ça, c'est vraiment extrêmement difficile. Qui n'attaque pas? Des gens sont attaqués même dans la mosquée, n'est-ce pas? Au nom de cette même religion. Que ces personnes-là attaquent dans les églises, je dirais presque même que c'est dans la ligne des choses. Il faut en finir aussi avec ces attaques. Le terrorisme, ça doit finir sur notre territoire et je crois que musulmans et
chrétiens vivront en paix sur le territoire nigérien. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif à l'interpellation des deux ministres en charge de la sécurité et de la défense par les députés à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou était le jeudi 23 décembre matin à l'hémicycle pour répondre à l'interpellation à la place des deux ministres relativement aux événements survenus à Terra le 27 novembre 2021. Seulement, l'opposition a boycotté le huis clos. Alhaji Mahamadou Suleiman, que faut-il comprendre au sujet de cette interpellation? Bon, cette actualité, tous les Nigériens ont suivi ça. À un moment, il avait été dit que les deux ministres ont refusé de venir s'entendre, mais il paraît que c'était juste un problème d'agenda, de communication. Ils n'étaient pas disponibles. Où se situe le problème? Est-ce un déficit de communication ou un problème réellement d'agenda? Bon, dans tous les cas, il est dit qu'il n'était pas disponible. Maintenant, le Premier ministre est disponible. Il était venu le 23. Le 23, donc les députés de l'opposition ont quitté en invoquant donc une disposition. Mais aussi, c'est une autre disposition de la Constitution qui a été invoquée pour dire que sur des questions hautement stratégiques, à la demande sensible justement, quand on dit stratégique, ça on comprend. À la demande du Premier ministre ou bien à la demande d'un certain nombre de, je crois c'est combien de tiers ou combien de députés, on peut donc faire ce débat à huis clos. Je pense que le plus important, que le débat soit fait à huis clos ou bien en public, les députés de l'opposition auraient pu rester discuter ce que le Premier ministre allait dire, et ils peuvent le traduire au peuple en tout cas, parce que la preuve le fait un point de presse. Venir faire le débat sur des questions de sécurité, je pense que dans tous les pays du monde, ces questions, on ne peut pas les discuter, en tout cas si véritablement il y a des choses stratégiques, en tout cas on ne peut pas divulguer un certain nombre de choses. Maintenant, je ne dis pas qu'effectivement, il faut aussi dire la vérité aux citoyens de ce qui s'est passé. Donc, je pense quelque part, ce sont les députés, qui vont dire la vérité aux citoyens ou bien le Premier ministre. En fait, l'idée, le principe, à partir du moment où le peuple était venu, si les députés de l'opposition avaient privilégié l'approche dialogique, oui, il est venu, on va poser une question. De ces réponses, nous pouvons les traduire au peuple. Autrement dit, ils ont fait un ratage de communication parce que tout simplement, il était venu. Le fait de ne pas venir, c'est ça le problème. Mais le fait qu'il est venu, il fallait profiter, débattre, poser vos questions. Les réponses qu'il aura données, vous pouvez les donner effectivement à travers les médias au peuple. Donc, quelque part, je pense qu'il y a juste un ratage, il y a peut-être quelque part une certaine mauvaise foi, mais je pense que le principe aurait voulu qu'ils viennent débattre publiquement. Il y a le Premier ministre et les autres ministres qui sont là. Posez vos questions. Les réponses, vous pouvez adresser vos réponses. Parce qu'effectivement, il est question de... Si on peut enregistrer, donc ça veut dire que le huis clos n'a servi à rien. Quand je dis enregistrer, écoute, moi je parle que je dis, quand je suis un député, j'ai l'occasion de discuter avec le... Parce qu'en fait, le Premier ministre et les autres ministres sont là. Nous avons des questions précises à leur poser. C'est quoi l'idée? On a dit que maintenant, on ne va pas faire ça diffuser sur les zones de la télévision et la radio nationale. Ça ne peut pas m'empêcher vraiment à discuter parce que tout simplement, je suis censé d'abord avoir ces réponses-là. Maintenant, effectivement, je suis libre à moi de venir dire, en fait, voilà ce que le Premier ministre nous a dit et par conséquent, à vous de juger. Autrement dit, l'information pourrait sortir. Mais ceux qui ici n'ont pas effectivement fait l'effort de les écouter, et par conséquent, ils n'ont pas l'information. Maimouna Diado, du côté du gouvernement, on met en avant certaines dispositions du règlement intérieur qui autorise en son article 66 précisément des séances à huis clos à la demande du Premier ministre ou du un tiers
des députés, d'autant qu'il s'agit des questions sensibles et stratégiques de sécurité et de défense. Que peut-on retenir au niveau de la position des députés de la majorité au pouvoir? Les députés de la majorité ou bien de l'opposition? Non, de la majorité qui ont prôné, qui ont décidé à ce que Ça les soit huis discussions face à huis clos. face à huis clos. Bon, ça, ils ont pris une disposition. Les dispositions leur donnent le plein droit aujourd'hui qu'il y ait des discussions pour des intérêts vraiment d'ordre de sécurité ou à huis clos. Mais moi, je ne vais pas trop glisser sur la majorité. Je vais revenir sur l'opposition, l'acte que l'opposition a posé. En fait, l'opposition est dans son plein droit de boycotter. Parce que quand on parle de huis clos, rien ne doit filtrer. Rien ne doit sortir. Ça veut dire que la population ne peut pas entendre ou bien comprendre ce qu'ils se sont dit. Rien ne doit filtrer. Donc, ça veut dire que si l'opposition accepte aujourd'hui de venir s'asseoir et de suivre à huis clos ces discussions, alors que l'opposition voulait que les discussions se fassent au vu et au su de toute la nation nigérienne, pour que les gens qui sont en train de spéculer, qu'on nous dise la vérité sur certaines choses. Et je pense que c'est un droit, en tout cas pour le peuple nigérien, d'entendre ce qui s'est véritablement passé, et ça permettrait de tout ce que nous sommes en train de consommer aujourd'hui à travers les réseaux sociaux sur cette situation, de mettre fin à cette situation. Donc, ils ont demandé à ceux qu'on fasse les débats à huis clos. L'opposition a refusé. Parce qu'aujourd'hui, en participant à ce débat à huis clos, ça veut dire que c'est comme si l'opposition est d'accord d'aller écouter et de ne pas rapporter ce qui s'est passé. Alors, sans vous couper, on se rappelle, il y a des médias internationaux qui avaient enregistré ici à Mahatma Gandhi sur toutes ces genres de questions, toutes ces questions. Voilà. Donc, en public. Voilà, en public. Et il n'y a pas eu de cache-cache. Les gens ont discuté, les gens ont dit ce qu'il y a à dire et ça a fait le tour du monde. Mais pourquoi, quand on a devant nous un Premier ministre qui peut aujourd'hui évoquer, faire rase table de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, au-delà de ces réseaux sociaux, ceux qui se racontent de par les médias à l'international, mais c'était une occasion pour que les autres citoyens, ceux qui ont perdu en fait leurs enfants dans cette situation, ou qui ont des enfants qui sont blessés dans cette situation, puissent quand même savoir qui a donné l'ordre, qui n'a pas donné l'ordre, qu'est-ce qui s'est passé réellement et quelles sont les sanctions qu'il faut prendre. Moi, je me dis qu'on n'est plus au moment de faire des débats à huis clos, des débats de cache-cache, parce que nous connaissons déjà l'insécurité, comment ça évolue ici au Niger. Donc, moi, je me dis que même si l'opposition participe à ce débat, l'opposition, c'est un huis clos, comme on l'a dit, et l'opposition ne peut pas sortir au grand jour pour venir faire un point de presse et dire ce que le Premier ministre a dit, parce que c'est un huis clos. Donc, ça veut dire qu'ils auront déjà transgressé ce huis clos. Donc, ça n'aura pas de sens. Abachari Arimi, selon l'honorable Hamidou Oumarou Tchana, dit là-dedans, les députés de l'opposition ont boycotté la séance pour ne pas se rendre complices de la majorité dite, ce sont ses propres mots, Godillon, qui veut cacher la vérité au peuple sur la mort de 3 jeunes de Terra et de la sécurité en général, en violation de l'article 121 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que peut-on retenir au sujet de la position des députés de l'opposition nigérienne? Moi, je pense qu'ils ont été logiques à eux-mêmes. En voulant écouter en direct les membres du gouvernement. En direct, je veux dire, non pas à huis clos. Sur les ondes de la télévision et de la radio nationale. En fait, ils voulaient mettre le peuple nigérien, à mon avis, dans son droit. Parce que le peuple, il ne faut pas se leurrer, une écrasante majorité de ce qu'on discute dans les fadas, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens voulaient en savoir. Mais les gens ont aussi leur propre idée déjà de ce qui s'est passé.
Il ne faut pas se leurrer. Les gens pensent que le gouvernement veut ménager la France, les forces françaises. Mais le président de la République, Bazoum Oui, Mohamed, mais a déjà demandé ils auraient pu faire. une enquête Ils auraient pu faire. indépendante. Bon, moi, à mon avis, le président de la République, c'est mieux assumé que le gouvernement. N'est-ce pas? Dans la même logique, ils auraient pu sortir, même s'ils allaient donner des réponses vraiment pas très claires, n'est-ce pas? En tout cas, des réponses politiques aux questions que les députés allaient leur poser, ils devaient accepter de venir. Parce que l'opposition, c'est elle qui a demandé. C'est des députés de l'opposition qui ont demandé. Donc, ils voulaient que ça soit public. Ils veulent mettre le gouvernement devant les faits pour dire exactement ce que les gens s'attendent à entendre. Mais ils n'ont pas voulu le dire. Donc, vraiment, moi, je pense que l'opposition, c'était la meilleure réaction à avoir. D'habitude, je ne suis pas contre, je suis contre la politique de la chaise vide. Mais écoutez, c'est comme si on leur impose la tâche. Selon vous, Abba Kariaremi, c'est donc un rendez-vous manqué pour en savoir un peu plus sur la situation sécuritaire du pays. À mon avis, et même les événements survenus. C'est à mon avis un rendez-vous manqué pour le gouvernement. Ils auraient pu s'assumer. Vous savez, le peuple ne demande pas beaucoup plus que ce que les gens pensent. Ils auraient pu se prêter à ce jeu, n'est-ce pas? C'est à des questions que vous allez répondre. La personne, on est des journalistes, on se connaît. Entre l'intervieweur et l'interviewé, chacun a son message qu'il veut faire passer, n'est-ce pas? Quand tu poses une question à un homme politique, n'est-ce pas? Ce qu'il te répond, ce n'est toujours pas la réponse à ta question. Ils auraient pu accepter de jouer ce jeu parce qu'on a soif, n'est-ce pas? Ils sont, que ce soit au gouvernement ou à l'opposition, ou à l'Assemblée, c'est le peuple qu'ils représentent, n'est-ce pas? Ce peuple, on n'a pas besoin de passer par 1000 chemins, par des enquêtes ou quoi, pour savoir si les gens veulent les écouter ou pas. Tout le monde voulait écouter. On était content quand on a dit qu'ils allaient venir. Après, on nous dit non, ça sera à huis clos. Sincèrement, il faut jouer le jeu démocratique jusqu'au bout. Évoquer des articles. Oui, il y a toujours des choses pour éviter d'aller devant les gens. Mais ces gens-là, c'est eux que vous prétendez défendre. C'est eux que vous prétendez représenter. C'est pourquoi moi, souvent, notre assemblée même, je me dis, mais pourquoi on a augmenté jusqu'à 173? On n'a qu'à laisser même au niveau où c'est... À quoi ça sert finalement? Aladji Mamadou Suleiman, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais préciser quand même une chose. Si tant est que le vrai, selon le président de l'Assemblée nationale et beaucoup de députés de la majorité, si tant est que le vrai que le Conseil des présidents a décidé avec... Ou la conférence. Avec la conférence des présidents. La conférence des présidents, absolument. A décidé que le débat se fera à huis clos avec l'assentiment des députés de l'opposition. Certains députés. Autrement dit, cela veut dire que quelque part, il n'y a pas eu cohésion entre, en tout cas, l'opposition parlementaire. Autrement dit, c'est au niveau de la conférence des présidents qu'ils auraient dû, en tout cas, signifier leur refus du débat à huis clos. Donc, si tant est que vous aurez la parole à Abba Chari. Maintenant, l'autre élément. Laissez-le finir d'abord. Vous aurez la parole rapidement. De la même façon qu'ils ont refusé, même ils peuvent dire que nous ne sommes pas d'accord et informer l'opinion. Et maintenant aussi, l'autre élément aussi, c'est que selon des juristes avisés, effectivement, la disposition qui consiste à dire que, effectivement, à la demande du Premier ministre, bien un tiers des députés, on peut effectivement faire ça, c'est aussi réel. Et c'est la Constitution. Et ils disent qu'effectivement, d'un point de vue de base, effectivement, c'est que la Constitution est supérieure, en tout cas, à un règlement intérieur. Rapidement. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ce soit au niveau de la conférence des présidents, oui, il y a des présidents qui sont de l'opposition. Mais là aussi, de la même manière que dans la plénière, le pouvoir est majoritaire, au niveau de la conférence des présidents aussi. Donc, quelle que soit la position des... Et puis, moi, je ne parle même pas au nom des députés. J'ai dit, le peuple avait envie de savoir, ils auraient pu se jeter à l'eau. Le président de la République a dit des choses, n'est-ce pas, dont on n'est pas d'accord du tout, même par rapport à cette question-là, n'est-ce pas? Il a dit que la France reste des partenaires pour nous. Pour l'instant, on ne peut rien. N'est-ce pas? Mais
On est d'accord, pratiquement beaucoup sont d'accord. Certains, ceux qui ne sont pas d'accord, n'ont rien fait. Au moins, il a eu le courage de sortir et parler par rapport à cette question. Voilà. Les gens, le Premier ministre aurait pu sortir et parler par rapport à cette question. Nous dire même que si la France veut, on ne peut rien, c'est son problème. Mais on aurait voulu vraiment entendre. Sinon, les gens s'entendent. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Alhaj Mahamadou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Abba Kariarimi, journaliste à la radio alternative. Et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum à Hausa et dimanche, le forum en Zarma. Merci aussi à la technique régie son assurée par Abdelkader Chombiano et à la réalisation Issa Lawali. Merci, au revoir.